Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Culture Soccer, un podcast qui sera dédié aujourd'hui aux playoffs de MLS qui sont en pleine, on est en plein dedans en fait, puisque les derniers matchs, les premiers tours s'est déroulé il y a quelques jours et les demi-finales arrivent dès ce soir. Je suis accompagné aujourd'hui de Adi Raphaël pour en parler. Comment ça va, Adi? Ça va très bien, ça va très bien. Enfin de retour sur un podcast Culture Soccer, ça faisait longtemps. Oui, t'as passé de très bonnes vacances, il me semble. Ouais, des bonnes Ça a de vacances. la Et chance. partout que je suis allé, à peine j'ai quitté, puis c'est des révolutions, donc c'est drôle. Euh, le Donc, timing était parfait. et tu es arrivé juste à temps pour voir la victoire du Canada contre les États-Unis, donc vraiment beaucoup de chance. On va pas en parler aujourd'hui parce que tu en as déjà parlé un petit peu et puis parce que on va surtout se concentrer sur sur la MLS, mais deux petites news. Juste pour ceux qui ne suivraient peut-être pas sur Twitter et l'avaient pas vu, Sacramento Republic va rentrer en MLS comme 29e équipe pour 2022, donc la MLS qui grandit quand même à une vitesse ahurissante. Et puis Chris Wondolowski a prolongé avec le San Jose Earthquakes. C'est deux petites news pour vous, puisque elles sont assez importantes. Chris Wondolowski est quand même un monument, meilleur buteur de l'histoire de la MLS et assez vieux, donc très surpris mais très content de le revoir dans l'équipe de Mathias Almeida. Adi, est-ce que tu es prêt pour plonger dans les playoffs? Oui, je veux juste dire une chose sur Chris Wondolowski. Moi, je suis très content qu'il ait renouvelé. Peut-être qu'il est vieux, je pense 36 ans si je ne me trompe pas. Mais Chris Wondolowski, ça n'a jamais été quelqu'un qui était explosif, il n'était pas rapide. C'est quelqu'un qui a plus tendance à être au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Donc, ça ne dérange pas qu'il soit vieux. La preuve, cette année, il a encore marqué une dizaine de buts. Je pense que c'est la 10e année consécutive qu'il marque 10 buts. Donc, c'est quand même un gros exploit. C'est un gros joueur. Moi, je suis très content de le voir de retour l'année prochaine. C'est un énorme joueur et qui aura vraiment eu un impact énorme sur la MLS. Très content de le revoir aussi. Et on va commencer tout de suite avec le premier match. On va passer un peu les quarts de finale, enfin les quarts, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais voilà, le premier tour des playoffs, match par match, en parlant surtout en fait des vaincus, puisqu'après on va se concentrer sur les demi-finales qui arrivent. Et là, on parlera bien plus amplement des gagnants de ce premier tour. On va commencer tout de suite avec Atlanta New England, puisque Atlanta a gagné avec la douleur, puisque Robinson n'était pas là, notamment, Miles Robinson qui s'est blessé avant le match, et puis ils ont eu aussi Michael Parkhurst qui s'est blessé en fin de match, mais ils ont quand même réussi à s'imposer 1-0. Donc voilà, qui est grâce à Franco Escobar, je devrais dire le nom du buteur avant de commencer à analyser un petit peu ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé, Adi? Un match plutôt, on va dire que Atlanta a fait le taf, mais sans plus. Oui, Atlanta a fait le taf sans plus. Par contre, c'était un match agréable à voir pour ceux qui l'ont vu. Oui, c'était juste 1-0, sauf que très agréable, beaucoup d'occasions. Sauf qu'il n'y a personne qui a vraiment dominé. En fait, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Après, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, mais bon, on a vu qu'il y avait une certaine assurance, une certaine expérience du côté d'Atlanta qui a fait en sorte que ils n'ont pas eu l'air de trembler non plus. Sauf que sur un ou deux malentendus, New England aurait très bien pu ouvrir le score aussi. Une chose que j'aimerais mentionner, par contre, Michael Parkhurst, tu as dit comme quoi il est sorti sur blessure. C'est lui qui a remplacé Miles Robinson en défense centrale et il a été extraordinaire. Pour moi, c'était l'homme du match. Il a fait tout un match et même quand il est sorti, il y avait une ovation extraordinaire de la part du public, non seulement par rapport au fait qu'il prend sa retraite à la fin de l'année, mais aussi il a été instrumental dans cette victoire-là, mais vraiment, il n'y a rien qui est passé, il a été phénoménal, donc bravo, chapeau bas. Après, il y a eu Patrice Bernier, pour ceux qui connaissaient, l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, qui est là maintenant à la retraite, qui a dit que lui, il est très ami avec Michael Parkhurst, et puis il a dit comme quoi, ah oui, mais c'est normal, je l'ai déjà ramené plusieurs fois à la maison avec l'épaule déboîtée, donc ne vous en faites pas, il va être remis, puis le match prochain, il sera encore là. Donc, pour ceux qui pensent que c'est une blessure sérieuse, non, c'est pas la première fois que ça arrive à Michael Parkhurst de déboîter l'épaule. Ça fait au moins une dizaine de fois, puis ça a l'air qu'il a l'habitude de jouer comme ça.
Apparemment, de ce que j'ai vu, pour le prochain match, il sera pas là. Mais peut-être que oui, on va pouvoir le revoir s'il passe. Ce qui serait très sympathique parce qu'en effet, c'est sa dernière saison. Ce serait quand même dommage de partir comme ça sur une épaule pardon, disloquée. Moi, je voulais aussi mettre l'accent sur la performance de Franco Escobar qui, bon, non seulement le but, mais aussi de très bons replis défensifs. La défense d'ailleurs d'Atlanta qui sera mise à l'épreuve justement par les blessures de Robinson et Parkus pour le prochain match. Mais on en parlera quand on viendra aux demi-finales. Et je voulais parler un petit peu aussi des Revs, du coup, la saison se termine, mais une saison qui s'est vraiment tellement bien reprise. C'est assez dingue quand on y repense. Il y a quelques mois, quand Brad Friedel a été viré, c'était vraiment le point de non-retour pour la New England Revolution. L'équipe ne semblait plus du tout y croire sous Friedel, qui avait l'impression d'être un despote un petit peu sur son effectif. Bruce Arena arrive, il devient aussi directeur sportif, et Gustavo Bou arrive aussi, et Carl Esril prend le contrôle du milieu de terrain. J'ai l'impression qu'Arena a quand même remis des mecs comme Till Bunbury ou Matt Turner un petit peu au niveau qu'ils devraient avoir. Et puis ils ont commencé une série de 11 matchs sans défaite. Puis ils ont pas réussi à gagner tous leurs matchs avant leur playoff, mais ils ont fait une remontée incroyable. Et on peut dire que cette saison, finalement, c'est très très bien terminé, Adi, malgré la défaite contre Atlanta. Ah oui, 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 c'est très intéressant ce qui s'est passé à New England parce que, bon, on a vu, comme tu l'as dit, Bruce Arena a un peu tout changé, mais c'est pas juste ça. Il y a eu en premier des investissements, ce qui n'a pas été fait depuis, juste pour la blague, des millénaires, mais non, depuis plusieurs années. On a eu beaucoup de gros investissements avec Carles Gil, on en a parlé, qui est le joueur de l'année pour moi aux Revs, mais aussi Gustavo Bou, Christian Peña qui était là depuis l'année passée, sauf qu'il a été gardé. Il y a eu aussi la reconversion de Farrell en défense centrale. On sait qu'il était latéral à un moment donné, mais il a pris un peu trop de poids pour être en tant que latéral, puis il s'est retrouvé en défense centrale, puis ça se passe bien. Une excellente saison de Matt Turner dans les buts. Il a été très, très bon. Puis au milieu de terrain, beaucoup de changements, beaucoup de joueurs qui sont capables de faire la rotation. On pense à Zaibo, à Caldwell, à Caicedo. Il y a eu des joueurs quand même assez intéressants qui ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Faut pas oublier aussi que souvent, durant la saison, on a eu par exemple Annie Baba qui est venu et qui a fait du bon travail pendant certains matchs. Bref, le groupe s'est senti beaucoup plus concerné. Il y a beaucoup pour moi, il y a beaucoup d'avenir du côté du Revolution s'ils continuent sur cette lancée-là et à progresser, à ramener. Il leur faut encore peut-être 2-3 joueurs qui seraient intéressants. Je parle plus point de vue, les latéraux qui sont pas mauvais, ils sont bons. Le latéral gauche, Jones, a été très bon. Je pense que peut-être un bail à droite, peut-être on pourrait trouver quelqu'un d'un peu plus entreprenant, un peu meilleur du côté des latéraux. Je pense que c'est là où les Revolution devraient chercher à se renforcer un peu sur le côté des latéraux, peut-être même un joueur désigné ou un jeune joueur désigné, peut-être pas un joueur désigné, mais un jeune joueur désigné, donc qui serait intéressant dans le style de Valenzuela à Columbus, qui malheureusement a été blessé toute l'année, mais n'empêche, dans ce style-là, un joueur intéressant à fort potentiel. Oui, il semble qu'en plus, Bruce Arena aura les pleins pouvoirs sur un petit peu tout ce qui est recrutement et il semble aussi un petit peu une enveloppe de cash. Donc, possiblement une meilleure saison qui va arriver pour New England et on l'espère, puisque bon, c'est une franchise quand même historique. C'était dommage que ces dernières années, elle était tombée un petit peu voilà, pas dans les fonds du classement, mais pas dans le haut en tout cas, c'est sûr. Et Brad Friedel, je me demande vraiment comment il va pouvoir rebondir après cet échec complet pour sa première réelle expérience d'entraîneur. Mais passons maintenant au deuxième match, Seattle contre Dallas, un match un peu fou. Vraiment, j'ai pensé vraiment que c'était plié au début pour Seattle parce qu'ils avaient extrêmement bien géré le début de match. Je pense notamment à les deux buts en à peu près 5 minutes avec Rudy Diaz et Maurice. Et on dirait qu'il y avait vraiment du réalisme du côté de Seattle. Et puis 6 minutes avant la mi-temps, Cannon marque. La deuxième mi-temps est plus à l'avantage de Dallas en plus. Edges égalise. Puis Maurice marque encore sur corner, donc ça part en prolongation. En prolongation, c'est Dallas qui maîtrise un peu plus le ballon, Frey qui fait tout pour sauver son équipe, mais Maurice marque pour le triplé quelques jours après avoir joué notamment avec la sélection américaine, donc un triplé pour Jordan Maurice. 24 tirs, 7 buts, 120 minutes. Je vais citer l'entraîneur de Seattle qui a dit les tactiques, comment on a joué, on s'en fout, ce match c'était surtout nos tripes. Est-ce que tu as pensé que c'était un peu ce résultat, Adi? Ben oui, effectivement, c'est un de ces matchs-là
où à un moment donné, tu as beau le regarder de manière tactique, mais tu te dis, c'est pas joué à ça, parce que la tactique était là. Dallas a très bien joué. Ben, je veux dire, chapeau bas à Dallas, mais on en parlera un peu plus tard. Parce que quand même, ils se sont très bien débrouillés. Personne ne les attendait à voir compétitionner à Seattle au CenturyLink Stadium. Puis, mais c'est le genre de match-là où tu jettes toute ta tactique, puis tu avances et tu fonces et tu te surpasses pour pouvoir t'imposer. Et c'est ce que Jordan Morris a fait parce que Jordan Morris a été extraordinaire avec son triplé. Et il a été, on l'a dit, notre choix pour le joueur, le revenant de l'année, le comeback of the player, comeback player of the year, donc le revenant de l'année. Et il a été très bon. Il s'est aussi imposé en équipe nationale. Et puis là, on a vu tout le talent de ce jeune joueur qui malheureusement a été blessé ces 2 dernières années. Puis c'est ce genre de joueurs-là qui font en sorte que dans ces matchs-là, l'équipe traverse les obstacles et parvient à passer de tour. Après, bon, il y a certaines choses qui sont quand même un peu, selon moi, incompréhensibles du côté de Schmetzer. J'ai pas compris pourquoi Joevin Jones était titulaire à la place de Victor Rodriguez. Ouais, je trouvais ça un peu bizarre. Mais bon, après, en gros, oui, c'est les trips qui ont fait passer Seattle au prochain tour. Oui, après Rodriguez, il me semble il revient un petit peu, donc ouais, peut-être qu'il n'a pas encore voulu faire jouer 90 minutes, mais j'espère le voir en demi. Pour parler un peu plus de Dallas et de leur saison, franchement, c'est une très belle saison pour Dallas. Personne ne l'avait pensé, je pense, en playoff, notamment Léo, notre journaliste spécialisé sur Dallas, qui vraiment en doutait énormément. Finalement, ils étaient passés, et puis la mayonnaise a vraiment pris dans cette équipe avec des jeunes comme Pomicol, comme Cannon, Savania, Serio, Ferreira, vraiment de nombreuses stars. Et quand on regarde l'équipe de USL League One, ça continue en fait. Donc il y a vraiment de très belles années devant eux. Il va falloir voir un petit peu qui ils peuvent garder lors de ce mercato, mais s'ils arrivent à garder une majorité du groupe, franchement c'était excellent. Toi, Adi, qui a nominé notamment dans notre article sur les trophées MLS de la saison l'entraîneur Luchi Gonzalez. Qu'est-ce que tu as pensé de cette année de Dallas? Ah, extraordinaire. Extraordinaire parce que, bon, déjà en premier, moi, j'étais un de ceux qui pensaient qu'ils allaient faire les playoffs, mais euh, je le pensais parce que je pensais que ça allait être un peu moins serré à l'ouest. Pardon, excusez-moi. Un peu moins serré à l'ouest et je pensais que les piliers de Dallas étaient assez forts pour pouvoir ramener cette équipe dans les playoffs. Les piliers ont aidé. Quand je parle des piliers, c'est Matt Hedges, c'est Rito Ziegler, c'est Hollingshead, le défenseur gauche. À moindre échelle, Michael Barrios, puis au milieu de terrain, Brian Acosta. Donc, pour moi, c'était ces joueurs-là sur lesquels Dallas allait se baser. Mais en plus, les jeunes joueurs ont été extraordinaires. On parle de Reggie Cannon, de Ferreira, de Servania, Pamical, Pour moi, est de vraiment Jackery Hayes, et puis le jeune Edwin Serio qui a été une surprise à tous les niveaux à ce niveau-là. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, Edwin Serio. Bref, ça a fait en sorte que Dallas a été très bon. Mais tout ça revient à qui? Tout ça revient à Luchi Gonzalez. Gonzalez, c'est lui qui a su mettre en confiance ses jeunes joueurs. C'est lui qui a su donner les clés aux vétérans et leur faire comprendre ce qu'ils avaient à faire pour faire progresser ce groupe de jeunes joueurs-là. Et puis, ça marchait. Et puis, une chose aussi qu'il faut aussi souligner, c'est Ondrasek. Ondrasek, que tout le monde se moquait de cette recrue-là, ce joueur Tam-là qui est venu un peu de nulle part, qui a été très nul au début. Et puis, sur les 3-4 derniers mois, il a été instrumental. Je ne me rappelle plus des stats, mais je pense, oui, il a marqué à peu près 7 buts dans les 10 derniers matchs. Quelque chose d'extraordinaire. Il a 30 ans. Il a même aussi fait ses débuts avec l'équipe nationale tchèque. Puis il a marqué des buts aussi. Donc, bref, une énorme surprise, mais une belle surprise. Ça veut dire que Dallas, et l'avenir est très bon. Et en plus, ils commencent à savoir comment recruter. Peut-être que Léo serait pas trop d'accord avec moi, mais je pense que Brian Acosta puis Ondrasek, c'est quand même de bonnes recrues. Donc, il faudra qu'ils continuent de ce côté et qu'ils amènent plus des joueurs un peu lambda dans les prochains mercatos. C'est clair, le Cobra, Ondrasek, comme on le surnomme, était vraiment une recrue qui au début m'a laissé un peu perplexe, mais puis sur les derniers matchs, c'est vraiment révélé. Et puis,
Moi, franchement, c'est Paxton Pomokoro qui, pour moi, est vraiment l'énorme surprise de cette année. J'ai hâte de le voir en sélection américaine gagner un petit peu plus de minutes. Oui, une très belle année pour Dallas, un peu comme les Revs, en fait, au final, plus qu'on pensait. Oui, Et mais ça fait plaisir. Même si, oui, les dynamiques sont différentes. est-ce que tu penses vraiment que c'est une surprise, Pamical? Moi, je m'y attendais quand Non, même. Ça fait longtemps Pomical, que qu'on en il, parle. il galérait un petit peu. Je me souviens, on en parlait avec, justement avec Léo. On revient toujours à lui au tout début de la saison quand il a commencé à faire deux trois bons matchs. Et Léo me disait que ça fait des années qu'ils attendent que Pomical décolle en fait vraiment réellement. Donc voilà, enfin, pour moi, c'est juste la surprise, c'est de les voir en playoff surtout. Mais il y a, enfin, l'Ouest était quand même assez gros. Et Hmm. je pensais voir d'autres équipes devant. Au tout début de la saison, je parle. Donc voilà, c'était un peu une surprise de les voir dans les playoffs, mais un peu comme les Revs, tu vois, c'est des dynamiques différentes, mais c'est deux équipes que j'attendais pas à ce niveau-là. Donc tant mieux. Et puis ils sont comme les Revs, ils ont fait un très bon duel face à Seattle, comme les Revs face à Atlanta. Donc voilà, ils partent la tête haute. Ouais, effectivement. Bah, après, Pomical a juste 19 ans, donc oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on attendait qu'il explose, mais c'est un peu normal de le voir exploser à 19 ans. Ce serait quand même assez spécifique et assez monumental de voir un jeune de 17 ans tout exploser aussi. Donc, bref, moi, d'un autre côté, oui, Pomical a été extraordinaire. Par contre, je suis pas non plus surpris plus que ça. Je suis plus surpris par Ferreira, par contre. Ça, si jamais il y a un joueur qui m'a vraiment surpris, je sais que Léo en parle. On parle beaucoup de Léo parce que c'est lui qui a le compte de FC Dallas en français. Donc, il est vraiment très spécialisé avec FC Dallas. Puis c'est son club de cœur en MLS. Euh, mais il nous parlait de Jesus Ferreira, qui est colombien, mais qui est américain-colombien et qui cassait tout déjà chez les moins de 19 ans. Il a tout juste 18 ans. Cette année, il a eu 18 ans. En fait, non, il va avoir 19 ans dans 2 mois. Donc, il est vraiment très, très jeune. Et moi, je ne m'y attendais pas à ce qu'il soit aussi bon cette année. 34 matchs joués cette année, 8 buts, 5 passes décisives, à tout juste 18 ans. Il faut le faire. Il faut le faire. Puis, vraiment, très, 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 très bon joueur. Exactement, ouais. Franchement, un talent brut et j'ai hâte de voir ça. On parlera de Seattle un peu plus tard, mais maintenant on passe au troisième duel. Toronto contre DC United, vraiment DC qui repart vraiment la tête basse. C'est marrant parce moi je les voyais au tout début de la saison, donc avant tous les recrutements de l'été, je voyais vraiment DC United dans les concurrents à l'Est parce qu'ils étaient portés par Wayne Rooney, par Lucho Acosta. Et finalement, mais quelle saison très pauvre, très décevante, je trouve. Déjà, la qualification en playoff est un miracle. Et finalement, il y avait zéro envie, pas vraiment de leader dans cette équipe. Et j'ai trouvé différents très moyens, et ça s'est encore reflété face à Toronto, qui en a mis quand même 5 à DC United. Les buteurs sont Delgado, Osario, Larrea Osario pour 2 fois, et puis Nick DeLeon en fin de match. Vous savez que Lucas Rodriguez a réduit la marque. C'est marrant, c'est un match qui s'est vraiment déroulé sur les 10 dernières minutes. Il y avait, à la 90e, il y avait toujours 1-0 pour Toronto. Puis c'est parti en 5-1, assez de folie. Euh, on pense à Toronto, je trouve, c'est un peu la surprise de cette fin de saison, disons de ces 2-3 derniers mois. Et maintenant, je commence de plus en plus à croire qu'ils pourront s'affronter en demi, mais ça, on en parle après. Mais pour DC United, c'est vraiment une saison horrible. Rooney est parti le lendemain de la défaite en Angleterre, parce qu'ils vont entraîner Derby County. Il y a vraiment très peu de choses à retenir de cette saison de DC United. Qu'est-ce que tu en penses, Ali? Ben écoute, moi je m'attendais à voir d'ici en quatrième position en début de saison. Il faut dire que c'est un peu difficile en début de saison de parler d'MLS parce que il y a tellement de choses qui se passent dans le mercato d'été qu'une équipe peut changer complètement au mercato d'été en achetant trois quatre joueurs. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui attendent, qui font pas de recrutement durant l'été ou durant la saison morte, donc durant l'hiver. Puis ils attendent l'été, puis là ils recrutent trois quatre joueurs, puis ils font 15 matchs extraordinaires à la fin. Puis ça change complètement. Donc, quand on regardait l'effectif du début de saison, pour moi, j'avais mis d'ici quatrième. Ils ont fini cinquième parce qu'effectivement, ils n'ont pas fait beaucoup de changements en été du côté de DC. Moi, ça ne m'étonne pas de voir DC être éliminé. Peut-être pas sur le 5 ans. Il faut dire aussi que c'est sur prolongation, comme tu l'as dit. Mais ça ne m'étonne pas parce que je n'ai pas trouvé DC flamboyant. Ce qui a été extraordinaire l'année passée avec DC United, c'était la relation entre Lucho Acosta et Wayne Rooney. On l'appelait Lucheroo. Malheureusement, cette année, ça a été nul. Ils se sont pas trouvés autant que l'année passée. Lucho Acosta souvent a été relégué sur le banc. Ça n'a pas été quelqu'un qui était titulaire la plupart du temps. Wayne Rooney était
plus que l'ombre de lui-même. On l'a vu dans ce match-là. Rooney, il a pas été bon. Lucho Acosta, on en parle, il était sur le banc, il est rentré juste durant le match. Donc, bref, une équipe qui s'est complètement perdue. S'il y a une seule satisfaction à avoir du côté... Enfin, il y a quelques satisfactions à avoir du côté de DC United. En premier, Paul Arriola, qui a fait une énorme saison, que ce soit point de vue MLS, mais aussi point de vue équipe nationale américaine. La défense centrale a été très bonne avec Birnbaum et Frédéric Briand, le français. Birnbaum, ça a toujours été un espoir américain, mais qui a toujours eu des hauts et des bas. Cette fois-ci, on voit qu'il s'est très, très bien débrouillé. Birnbaum, j'ai beaucoup aimé sa saison. Il a maintenant 28 ans. Et puis, la grosse satisfaction, c'est le gardien Billamy durant la saison. C'est sûr que sur ce match-là, il a été un peu ridicule, mais durant la saison, il a été très, très bon. Bon, il y a quelques bonnes choses. Je pense qu'il est temps de changer. Il y a une ère qui vient de une page qui vient de se tourner du côté de DC United. On sait que Wayne Rooney, tu en as parlé, s'en va en Angleterre, mais je pense qu'il est temps que Ben Olsen aille voir ailleurs. Il est temps de commencer un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur, parce que Ben Olsen est là depuis assez longtemps, puis ouais, c'est pas le meilleur entraîneur, c'est pas celui qui a eu de bons résultats, malgré les bons résultats de l'année passée. Je trouve que c'est pas suffisant pour Ben Olsen. Dans les surprises, moi je rajouterais aussi Rodriguez, qui a même été sélectionné en U23 argentin, oui, et qui a fait une belle saison. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il faut changer, tourner de page, mais en fait la page a été commencée il y a très tôt. J'ai l'impression qu'à cause du transfert raté d'Acosta au PSG, puis Rooney qui prend ce travail à Derby County sans que personne ne le sache, en fait ça arrive un peu comme une surprise. Et j'ai l'impression qu'il faut changer un peu trop rapidement, et c'est vraiment dommage parce que Rooney aurait pu rester 1 ou 2 saisons de plus et avoir un vrai héritage dans cette équipe de DC United, et puis finalement il n'en est rien. Il part un petit peu sans... Bon, il a quand même marqué des buts incroyables, mais sans avoir marqué vraiment l'histoire de ce club, donc c'est assez dommage pour DC United. Mais je t'accorde très d'accord avec la défense centrale qui est excellente, et Bill Hamid aussi, même si on ne sait pas trop s'il va rester l'année prochaine, il me semble, parce qu'il a été sur un contrat court à cause de son échec en Europe. Donc on va voir un petit peu comment ça se découle pour DC. Ce serait très dommage de le perdre, en tout cas, ça c'est certain. Passons maintenant à l'Ouest, l'autre match qui se déroulait, ça c'était dans la nuit de samedi à dimanche, ou dimanche tard, il me semble, même au Québec, à cause dans la soirée, c'était les Real Salt Lake contre les Portland Timbers, une victoire 2-1 de Real Salt Lake. Pour moi, c'est un peu le résultat surprenant de cette... Enfin, c'était celui peut-être que j'attendais le moins, mais Portland était assez pauvre niveau pressing sur ce match. Il y a vraiment le premier but, je me souviens de Krelak, Tuloma et Mabiala sont nulle part au marquage. Et pour Portland, ça conclut une saison vraiment très étrange parce que le début de saison était extrêmement mauvais. Puis c'était revenu, Savarese l'entraîneur était devenu un génie. Et finalement, ça s'est écroulé, je trouve vraiment, un peu comme un soufflet. Toute la hype est partie juste avant les playoffs. Et avec notamment les problèmes Diego Valeri qui n'a toujours pas signé de prolongation. On ne sait pas apparemment il va partir de Portland. Brian Fernandez qui est passé de recrue de l'année à flop de l'année après avoir encore des problèmes de comportement. Donc vraiment une saison qui a été un peu en forme de montagne russe. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais voilà, c'est un peu l'impression que j'ai au niveau de Portland, malgré l'entrée dans un stade tout neuf et malgré des affluences en augmentation. Oui, ben écoute, il faut prendre en considération aussi que le début de saison, c'est vrai qu'il était difficile, mais quand tu y penses, Portland a joué ses 12 premiers matchs à l'extérieur. Donc, c'est sûr qu'on s'attendait à un début de saison très difficile. Par contre, point de vue points à l'extérieur sur ces 12 premiers matchs, c'était pas si pire que ça. Ils étaient bons derniers, oui, mais sauf qu'on s'entend que 12 matchs à l'extérieur, c'est quand même assez difficile de gagner des points. Mais on s'attendait à ce que Portland soit extraordinaire à domicile après coup. Et ce qui n'a pas été le cas. Portland a été cap un peu, je trouve. Et puis après, c'est retombé. Ouais, mais c'est ça. Genre, ils ont perdu à domicile contre Atlanta, ils ont perdu contre Seattle, ils ont perdu contre DC United, ils ont perdu contre les Red Bulls, ils ont fait un match nul contre Minnesota, ils ont fait un match nul contre New England. Tout ça, c'est à domicile. Et quand tu fais ce genre de résultats-là à domicile, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Et puis Portland, c'était assez surprenant parce que on ne s'attendait pas. On sait que l'année passée, par exemple, Portland, qui étaient les finalistes l'année passée, ont réussi à avoir une fiche presque parfaite à domicile l'année passée. Puis cette année, c'est complètement
le contraire, où ils ont été très dérangés à domicile. Et puis, c'est ça que je pense qui a vraiment affecté. Après, d'un autre côté, pour te dire très franchement, pour moi, Portland est à la fin d'un cycle aussi. Et je pense que Giovanni Savarese l'a remarqué. On a beaucoup parlé de Diego Valeri. On le sait que ça va être très difficile que Diego Valeri soit de retour l'année prochaine à Portland. En tout cas, ça n'a pas l'air qu'il sera de retour. Donc, le joueur d'impact, et on appelle ça le franchise player, donc le joueur de l'équipe, c'est Diego Valeri. Quand il est plus là, il est plus à 100% et qu'il est temps de passer un cap, c'est sûr que ton équipe va moins performer que l'autre. Le deuxième joueur d'impact de cette équipe, c'est Diego Chara, qui est encore extraordinaire, qui est encore très, très bon, sauf qu'il a quand même 33 ans. Est-ce que tu veux vraiment construire autour de lui? Puis le troisième... une prolongation de 2 ans. Oui, mais c'est un milieu défensif, donc il peut jouer jusqu'à 35 ans, sauf que ça ne va pas être le joueur qui va faire la différence offensivement. Et puis de l'autre côté, le troisième joueur, c'est Sébastien Blanco, qui a eu 31 ans, qui aura 32 au mois de mars prochain. C'est bien, sauf que est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est normal que tes 3 joueurs d'impact soient trentenaires? Je pense que pas. Je pense que c'était l'année de trop pour ces Timbers de Portland. L'année prochaine, je pense qu'on verra un autre visage. Par contre, il y a quelques bonnes pioches du côté de Portland. On a parlé de Morera, le défenseur droit, qui a été très bon cette année avec Portland, la recrue. Moi, j'ai beaucoup aimé sa saison. Il y a quand même des joueurs quand même intéressants au sein de cette équipe. On a vu Clark, le vétéran, le gardien des vétérans, qui a fait une bonne saison. Et Bobissé, je trouve qu'il a été bon cette année. Il y a de bonnes choses, mais il y a beaucoup à faire durant la saison, Marthe. Ouais, et puis tout aurait pu être différent. Je pense que Brian Fernandez avait gardé son niveau qu'il a eu au premier match. Mais je suis d'accord pour Bob ici, vraiment un peu déçu vers la fin, parce que bon, tu vois qu'il est toujours jeune et qu'il a toujours un peu de mal. Mais il a été là, sûrement en coupe notamment. Et j'ai vraiment hâte de voir un peu plus de lui la saison prochaine. Peut-être qu'il aura plus de chance. Et par contre, certains fans des Timbers commencent déjà à questionner énormément de choix de Savarese, notamment face à Valérie. Parce que Valérie, quand il est entré lors de contre RSL, ça a totalement changé la physionomie du match et ils comprennent pas pourquoi il était sur le banc. Donc j'espère que Savarese va. J'adore ce coach, j'espère qu'il va pouvoir se réconcilier un petit peu avec son public qui a d'ailleurs pas été égrené cette saison. Hein. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le bureau des dirigeants et puis le public à cause de problèmes de drapeaux et de bannières que les Timbers mettaient. Mais c'est vraiment une saison très étrange pour Portland et ça aurait dû être une très belle saison. Et finalement, ça se finit un peu en queue de poisson alors qu'ils avaient une nouvelle ouverture de stade, une super Valérie, un super Chara, comme tu dis. Des joueurs qui arrivent vers la fin, donc ça aurait dû être la saison de Portland et c'est assez dommage qu'il ne l'ait pas fait. Du côté de RSL, par contre, super match, je trouvais de Beckerman que je trouvais vraiment mauvais la saison dernière et qui, pour moi, je pensais que ça allait être la dernière saison. Finalement, non, il a sorti une belle saison et puis un beau match contre Portland. Et on parlait un peu plus de RSL en demi-finale. Mais ouais, une très belle victoire de RSL. Et peut-être la plus. Est-ce que c'est pour toi, c'était la plus dure de ce tour-là? Plus serré? La plus dure, en tout cas, c'est celle qu'on attendait le moins. En tout cas, d'après ce que les observateurs pensaient que Portland, en tant que finaliste l'année passée, et ainsi de suite, on pensait que Portland allait passer plus que RSL. Pour moi, je trouve la victoire logique, mais c'était, je pense, le match le plus serré le plus serré. Comment te dire? Ouais, la victoire la plus difficile, je pense. Oui, c'est comme ça que je vais le dire. La victoire la plus difficile. Il y a eu beaucoup de matchs très serrés. C'est vrai, c'était ouais, c'est ça. La victoire la plus difficile, c'est plus simple. Et en parlant de matchs absolument fous et un peu serrés, on va parler justement de cette incroyable Philadelphie Union contre les New York Red Bulls. Un match qui avait commencé à l'avantage des New Yorkais avec 2-0 à partir de la 24e. Bedoya revient avec à la 30e et puis Red Bull finalement juste à la fin de la première mi-temps vraiment partent au vestiaire avec une avance de 3-1 et puis dans une tendance totalement Red Bulls, c'est vraiment genre ce que font les Red Bulls chaque saison. Ils se ratent complètement en playoff et encaissent 3 buts de Philadelphie, 2 dans le cours du jeu puis 1 pendant la prolongation. Comme le dit tout le monde sur Twitter, that's so Metro, c'est-à-dire que c'est tellement Metro, c'est l'ancien nom des Red Bulls, qui
sont vraiment des très très forts pour ce qui est de rater complètement les opportunités qui leur tendent la main. 10e playoff, 10e défaite contre une équipe à chaque fois différente pour les Red Bulls. C'est vraiment l'équipe de la lose pendant ce match, alors que Philadelphie avait quand même très mal commencé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce comeback incroyable de l'Union, Adi? Ah ben, extraordinaire. Après, je pense que c'était un match qui, ouais, c'est vrai que les Red Bulls avaient marqué les 3 premiers buts. Par contre, je pense que sur ce match-là, ça aurait pu aller. Je pense que c'était assez serré pour que ça aille des deux côtés. Est-ce que la remontée m'a surprise? Non, parce que Philadelphie, sur certains moments, ils sont capables de très, très bien jouer. Sauf que c'est une équipe extrêmement jeune. Très, 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 très jeune, ce qui fait en sorte qu'il y a de l'inconstance au sein d'un même match, comme il y a eu de l'inconstance au sein de la saison. Donc, oui, c'est typique Philadelphie, en tout cas de ce qu'on a vu de Philadelphie cette année, qui sont capables de jouer un match extraordinaire face à Atlanta, puis après jouer un match merdique contre Cincinnati, par exemple. Mais donc, c'est pas étonnant de ce point de vue-là. Par contre, point de vue des Red Bulls, c'est encore une fois décevant. Je pense qu'il est temps de se regarder dans le miroir du côté des Red Bulls, des New York Red Bulls. J'aime beaucoup leur système de jeu, leur système de construction d'une équipe avec une académie très performante, un système de recrutement basé sur les jeunes, qui mettent dans les équipes de jeunes, qui les font grandir dans la manière Red Bull et ainsi de suite. C'est parfait tout ça et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas il y a quelques années, mais qui est là depuis 5-6 ans. Par contre, il est temps de remarquer que ces joueurs-là, aussi bons qu'ils soient, parce il y a de très très bons joueurs, on parle des Alex Mule, des Sean Davis, de Brian White, des Tom Barlow, de très très bons joueurs. Je pense que ces joueurs-là doivent être encadrés par 2 ou 3 joueurs de très haut niveau. Si jamais tu mets dans ce système, par exemple, je donne un exemple, si jamais tu mets dans ce système des Red Bulls maintenant actuels avec des joueurs jeunes qui ont grandi dans le gros conglomérat Red Bulls, tu mets par exemple dans le temps un Thierry Henry avec eux ou ce genre de joueurs-là extraordinaires, à ce moment-là, tu fais une équipe qui pourrait compétitionner pour une Coupe MLS assez facilement. Donc, j'ai vu un peu ce que les supporters des Red Bulls ont dit après la défaite, qu'ils adorent le système des Red Bulls, mais il est temps d'avoir 2-3 joueurs d'envergure qui encadrent ces jeunes joueurs-là, parce que ces jeunes joueurs-là sont très bons, mais il leur faut ce petit plus. Et qui font la différence en playoff parce qu'ils arrivent vraiment pas à gagner lorsque les séries commencent. C'est incroyable, en saison régulière, à chaque fois ça passe, mais en playoff, c'est vraiment terrible le bilan des Red Bulls depuis 10 ans. Tu parlais de Taulier. On a Robles qui risque vraiment de quitter New York. On a une image un peu étrange à la fin du match où Luis Robles, le gardien et capitaine de l'équipe, prend dans ses bras Bradley Wright Phillips, qui est vraiment un des tauliers de cette équipe depuis quelques années, même si cette saison il a été remplaçant parce que ses statistiques sont vraiment mauvaises cette saison. Donc Robles et Bradley Wright Phillips qui devraient partir, je pense, à cette fin de saison. C'est là encore une page qui se tourne aussi. J'ai trouvé Aaron Long qui est vraiment en deçà depuis qu'il a été depuis la Gold Cup où il a très bien joué, depuis qu'il a été pisté notamment par Marseille et Lyon. Il a fait une deuxième partie de saison assez mauvaise. Et puis bon voilà, il va falloir voir si les joueurs désignés comme Kaku, qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'il est bon mais que quand il veut. Donc il y a quand même pas mal de problèmes à régler. Je suis d'accord avec toi, il y a des bons jeunes et vraiment un bon tactique et il faut 1 ou 2 joueurs qui peuvent vraiment faire la différence. En fait, il faut des Kaku mais qui soit tout le temps présent pour faire la différence en série, et puis peut-être 1 ou 2 joueurs plus expérimentés en effet pour donner de l'expérience, surtout s'ils perdent Robles et Bradley Wright Phillips. Mais sur ce match en plus, les rebuts, j'avais oublié de le mentionner, mais ils ont été bien aidés par André Blake qui a fait un match vraiment pas terrible avec l'Union au poste de gardien. Donc voilà, on va voir un petit peu comment change cette équipe des Red Bulls. Mais c'est vrai que comme toi, j'aimerais bien les voir aller chercher 1 ou 2 noms pendant le mercato. Quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, je vais rajouter quelque chose juste pour parler un peu de Robles. Quand même, Robles est à 35 ans maintenant et on n'a pas l'habitude de voir des joueurs assez, dans le nouveau système des Red Bulls, de voir des joueurs de cet âge-là dans cette équipe-là. Donc, ça ne m'étonnerait pas de le voir quitter. Bradley Wright Phillips, à sa défense, oui, il a été remplaçant, mais il a été très souvent blessé cette année. Puis lui aussi, il a 34 ans aussi. Donc, aussi, c'est presque normal de le voir partir. Ça m'étonne pour Robles parce que c'est quand même un très bon gardien. Puis, pas pour l'envergure de ce gardien-là. Je ne trouve pas qu'il est payé. Il est payé 490 000 quand même, mais n'empêche, c'est quand même un joueur qui a été extraordinaire au fil des ans. Cette année, ça a été un peu moins bon, surtout sur ce match où ça a été compliqué aussi. Sauf que
sauf que ça m'étonne de le voir partir parce que je ne sais pas qui viendrait à sa place. Est-ce qu'ils ont vraiment un jeune gardien qui pourrait prendre la place? Je sais que sur le banc, on avait comment il s'appelle sur le banc? Ryan Mira. Oui, Ryan Mira qui a déjà 28 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de jeune gardien. Peut-être que je ne connais pas un jeune gardien qui va venir prendre la place de Robles, à part s'il compte faire un échange. En tout cas, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec les Red Bulls, mais je pense que les changements arrivent de ce point de vue-là. C'est ça que j'avais ajouté. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Je sais pas, pour Robles, c'est l'habitude des Red Bulls de vendre leur taulier avant qu'il soit la saison de trop, comme ils l'ont fait avec Kleshtan et McCarthy, mais ce sera en tout cas une très bonne pioche pour une équipe qui a besoin d'un gardien. Je ne sais pas si, par exemple, Miami ou une autre équipe qui arrive ou qui a besoin d'un gardien le veut. Ce sera franchement une bonne pioche pour 2-3 saisons, il y a moyen. Et on va parler du dernier match de ces séries qui était aussi un petit peu étrange. Celui-là c'est pas terminé en plus de buts, mais une défaite un peu frustrante pour Minnesota United qui a accueilli à domicile le LA Galaxy. Défaite 2-1. En 10 minutes, c'est vraiment dommage. Pendant plus d'une heure, la défense de Minnesota a vraiment parfaitement muselé, notamment Zlatan Ibrahimovic, qu'on n'a absolument pas vu pendant ce match. Et puis à 71e, Sébastien Lletget ouvre le score pour Los Angeles avec notamment une passe de... Attends, je me trompe. Non, pardon. Sébastien Lletget qui ouvre le score, puis c'est Jonathan Dos Santos qui marque un autre but 4 minutes plus tard. Donc vraiment juste après, en 4 minutes, tout le travail qu'il avait fait la Galaxy sur ce match s'est écroulé. Et c'est vraiment dommage. À la 87e, il y aura Jean Gregus qui va réduire le score pour Minnesota, mais ce sera déjà trop tard et pas assez. C'est vraiment dur, je trouve, pour Minnesota, cette élimination, parce que c'était vraiment une saison excellente. Oui, effectivement. Tu sais quoi, Antoine? Je vais dire quelque chose sur Minnesota. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Je pense que ceux qui m'ont suivi durant l'année le savent que c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est un peu mon petit favori du côté de la MLS. Après, bien évidemment, l'Impact de Montréal. Ce qui se passe avec Minnesota, c'est que je pense que sur ce match-là, c'est pas les Galaxies qui s'est imposé, c'est Minnesota qui a perdu et qui a vraiment perdu le match. Il y a eu tellement de chances de marquer, avec peut-être 2-3 chances de Angelo Rodriguez en première mi-temps qui n'a pas su concrétiser. Ethan Fillet est passé complètement à côté du match. Je comprends pas du tout la décision d'Adrian Heath de mettre Darwin Quintero sur le banc. Par exemple, je comprendrais, c'est incompréhensible, qui est pour moi le meilleur joueur et celui qui aurait pu vraiment faire du changement. Bref, j'ai vraiment pas aimé les choix de l'entraîneur Adrian Heath. Par exemple, Kevin Molino le mettre au milieu central, tandis qu'on sait qu'il est meilleur sur le côté, par exemple, selon moi. Bref, des choix incompréhensibles de la part d'Adrian Heath. Et je pense qu'il a trop tardé avant de faire ses changements. Je trouve que ces changements sont venus un peu trop tard par rapport à ce qui est arrivé. Je vois, bon, il a fait à 60e minute, il a fait rentrer Quintero. Quand moi, je vois la première mi-temps et je vois la façon dont Finlay a joué en première mi-temps, moi, j'aurais changé à la mi-temps. 67e minute pour qu'Angelo Rodriguez sorte et que Mason Toye rentre. La réaction d'Adrian Heath n'a pas été assez bonne. Puis juste après ces deux changements-là, parce que ces deux joueurs-là ont eu besoin de retrouver leur marque, c'est là que le premier but est marqué un peu, à 100% contre le cours du jeu. À 100% contre le cours du jeu. Ce qu'ils ont très bien fait, par contre, c'est que défensivement, ils ont fait en sorte que Zlatan ne reçoive pas le ballon. Ça, c'était très bien fait. Opara était incroyable. Et puis même Alonso au milieu de terrain, il a fait un beau travail de sape. Oui, bon, après, Alonso aurait dû. Il a fait une faute qui aurait dû être un penalty, selon moi, mais ils ont été chanceux de ce point de vue-là. Mais n'empêche, Minnesota vraiment ne peut s'en vouloir qu'à elle-même. C'est sûr qu'après avoir vu la saison, le gros problème qui va se passer maintenant avec Minnesota, c'est que les dirigeants et puis tout le monde va voir Minnesota. Ah ouais, mais Minnesota ne s'était jamais qualifié dans les séries, pour les séries. Ils avaient encaissé 70 buts et 71 buts lors dans leurs deux premières saison. Cette année, ils ont fini 4e de l'Ouest, donc bravo à Adrian Heath.
Mais en fait, je suis vraiment désolé. La raison pourquoi Minnesota est quatrième de l'Ouest, c'est pas à cause d'Adrian Heath. C'est à cause du fait qu'ils ont un talent une équipe très talentueuse. Ils ont mis l'effort. Ils ont recruté de très, très, très bons joueurs à l'intersaison. Puis je pense que n'importe quel entraîneur serait arrivé quatrième de l'Ouest. Et je pense qu'un autre entraîneur que Adrian Heath, je pense que Minnesota aurait terminé dans le top 3 très facilement. Donc, pour moi, Adrian Heath, merci beaucoup, mais à bientôt. Puis c'est plus le temps de voir Adrian Heath sur le banc de Minnesota. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je pense pas que ce soit le meilleur entraîneur de la MLS, mais je comprends qu'il n'est pas titularisé Quintero. Apparemment, il était un peu blessé, il pouvait pas jouer tout le match. Et puis, quand Quintero joue, tu n'as plus de défense en fait. Tu n'as plus l'effort défensif que pourrait faire un Molino, par exemple, même s'il n'a pas été très bon sur ce match. Et il a fait des bonnes choses cette saison, comme lancer Dodson, lancer qui d'autre Mason Toy, un peu, enfin lui donner plus de minutes. Gasper aussi, c'est ça. Mais c'est vrai que ouais, j'aurais préféré par exemple qu'il fasse jouer Toy plutôt que Rodriguez. Et je pense que Rodriguez va possiblement quitter le club cet hiver. On parle aussi d'un départ possible de Quintero. Donc voilà, il y aura peut-être pas mal de changements à Minnesota l'année prochaine, mais en tout cas, ils ont une bonne structure défensive qu'il faudra vraiment garder. J'espère que Manone va pouvoir aussi, Vito Manone, le gardien italien, va pouvoir aussi rester parce qu'il était très bon cette saison. Donc voilà, ouais, on va peut-être avoir des changements. Mais on va passer aux demi-finales, je pense directement, parce qu'on va pas parler de ces matchs. Puis là, il va falloir parler quand même de ceux qui vont jouer ces demi-finales de conférence. Et ils ne sont plus donc que 8 dans cette finale de MLS. Nous avons à l'Est le New York City FC, pardon, pas facile à dire, qui va commencer contre le Toronto FC. C'est un peu étrange parce que New York City FC ne va pas jouer dans son horrible terrain de Yankee Stadium, mais plutôt dans l'horrible terrain du Citi Field, dans le Queens. Donc il a dû déménager, mais finalement aura toujours les mêmes terrains tout pourris. Il sera toujours aussi petit. Donc ça va toujours être très compliqué de les jouer à domicile. C'est marrant parce que même les joueurs qui ont fait déjà des matchs au Citi Field il y a quelques années ont dit qu'en vrai c'était peut-être plus sympa que le Yankee Stadium, une vraie pelouse aussi, donc bon c'est peut-être un meilleur état. Mais sur la saison régulière, c'est Toronto qui a un peu dominé New York sur les deux matchs. Deux matchs où ne jouaient pas Hébert et Morales, qui ont été quand même incroyables. Hébert qui est notre recrue de l'année, d'ailleurs à Culture Soccer, et Morales qui est terminé dans les meilleurs joueurs de la saison, il me semble, dans le classement. Donc ça va être un match très intéressant. J'ai hâte de voir Toronto sans Jozy Altidore probablement. Il est toujours incertain. Ils ont joué déjà ce premier tour. Il avait joué face à DC avec Pozuelo en numéro 10. Et ça va être un gros problème, je pense, parce que Altidore est vraiment un des meilleurs attaquants de cette ligue. Et Omar Gonzalez est apparemment aussi sûrement blessé pour ce match. Qu'est-ce que tu en penses, Adi? Est-ce que Toronto peut faire l'exploit de battre le leader New York à New York? Ok, je veux juste préciser par contre, Pozuelo n'a pas joué en numéro 10, mais en numéro 9. Pardon. Donc, oui, je sais c'est ce que tu voulais dire, mais je voulais juste le préciser. Il est numéro 10, c'est vrai. Voilà, vu qu'il est numéro 10, mais il a joué en tant que numéro 9, donc en tant qu'attaquant de pointe. Puis ça a très bien marché pour Toronto. J'ai bien aimé leur mouvement avec Pozuelo en pointe. Je trouve que ça a été assez intéressant d'avoir un attaquant qui est beaucoup plus qui met beaucoup plus de mouvement, qui bouge un peu plus que ce que Altidore fait d'habitude. Ça leur a bien marché. J'aimerais préciser une petite chose par rapport au terrain de New York City FC. Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est un autre terrain aussi petit. Il faut comprendre aussi que selon les règles de la MLS, et je pense aussi de la FIFA, si je ne me trompe pas, au cours d'une saison, tu n'as pas le droit de changer les dimensions d'un terrain au cours d'une même saison. Donc, c'était normal que New York City FC devait avoir les mêmes dimensions du terrain que ce qu'ils avaient avant. Donc, même s'ils voulaient avoir un terrain beaucoup plus normal, ils n'auraient pas pu au cours de cette même saison-là. Ils vont devoir attendre l'année prochaine et même là, ça ne va pas arriver. Mais n'empêche, donc juste pour préciser cette chose-là. La dernière chose, c'est que, est-ce que je vois Toronto battre New York City FC? Non. C'est très simple. Toronto a été très bon. Toronto est une très, très bonne équipe avec un potentiel offensif extraordinaire. Par contre, Toronto, défensivement, c'est pas trop ça. Et même s'ils ont été bons défensivement contre DC, c'est pas très difficile d'être bon contre DC défensivement parce qu'offensivement, ils étaient nuls. Enfin, ils ont été nuls cette année. Donc, moi, ça me fait peur, tandis que du côté de New York City FC, on a un potentiel offensif, mais extraordinaire. Tu as parlé de Hébert, on a Maximiliano Morales qui est excellent à la baguette. Tu as de très bons joueurs comme Alexander Ring.
t'as du talent du côté de New York City FC. On parle pas de Mitrita aussi, de joueurs qui ont été quand même très, très bons cette année, à Castellanos et ainsi de suite. Non, moi, je pense que ça va être difficile pour Toronto de passer ce tour-là. Après, bon, ça va pas être non plus une victoire 6-0 de New York City FC. Je dis que ça va être un match serré, mais je vois New York City FC passer avec 1 ou 2 buts d'écart dans un match qui sera bien évidemment serré, mais je pense que les New-Yorkais sont quand même favoris. Moi, je pense que ça va être quand même très compliqué pour New York. Je les vois vraiment arracher une victoire. Mais j'ai trouvé le milieu de Toronto notamment excellent. Le jeune Laerea, le jeune Canadien là, qui a Oui. fait un très bon match. Je ne sais pas s'il sera forcément titulaire, parce que bon, il y a le triplet Delgado, Osorio, Bradley, mais il a fait un très beau match face à DC. Et Bradley aussi d'ailleurs. Bradley, malgré les minutes jouées avec la sélection américaine. Mais je sais pas, il y a quelque chose, cette équipe de Toronto a vraiment un banc que je trouve impressionnant. Les Benezet, les Endo qui pourraient peut-être commencer. Mais voilà, il y a du talent sur le banc, il y a Nick DeLeon aussi. Donc je sais pas, je pourrais les voir passer, mais ça va être compliqué. En effet, New York, enfin, c'est très. Voilà, jouer sur le terrain de New York, c'est vraiment horrible. Et souvent, c'est un piège pour toutes les équipes. Au fond de moi, j'espère aussi que Toronto gagnera pour que New York n'ait pas à accueillir cette finale au cas où LAFC passe pas à l'Ouest, mais bon, c'est des arguments qui sont plus compliqués. Mais je sais pas, je pense que ça va être plus compliqué que prévu pour New York City FC. Et ça sera en tout cas le premier match à l'Est. Et ouais, si New York gagne, c'est eux qui accueilleront l'autre demi-finale, le gagnant de l'autre demi-finale à l'Est. L'autre demi-finale à l'Est, on va commencer par l'Est. Et puis après, on fera l'Ouest, qui est entre Atlanta United et Philadelphia Union à Atlanta. Atlanta qui va devoir jouer, comme on le disait, sans Robinson, sans probablement Parkhurst. Donc, est-ce qu'ils vont prendre, c'est la grosse question que se posent les supporters d'Atlanta en ce moment, est-ce qu'ils vont prendre une défense à 3 avec González Pires, Florent Pogba et Escobar, ou est-ce que ça va être à 4 avec peut-être Larentovic qui va pouvoir jouer et peut-être Florent Pogba à gauche. Ça va être très marrant, mais en tout cas, Atlanta qui a vraiment sorti un beau match face à New England, un beau match sans Pity Martinez, qui n'est même pas rentré en jeu, alors que le joueur a quand même coûté, on rappelle, plus de 15 millions de dollars. Cette équipe d'Atlanta, elle est en pleine confiance, on a l'impression que personne ne peut leur marcher dessus. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Adi? Oui, elle est en pleine confiance, oui, effectivement. Sauf que ça a été très, très difficile contre Philadelphie cette saison pour Atlanta. Hein. Ils ont joué 2 fois l'un contre l'autre. À domicile, Atlanta a fait un partout contre Philadelphie. Bon, c'était le début de la saison, c'était le 17 mars. On sait qu'Atlanta était vraiment pas bien dans ce moment-là. Puis le deuxième match, ça a été récemment. Ça a été le 31 août. Et c'était à Philadelphie. Et puis Philadelphie s'est imposé 3-1 avec des buts de Kasper Prisbilko, des buts de Sergio Santos et de Brendan Aronson. Donc bref, ça ne va pas être aussi facile que ce que le monde pense. Par contre, et c'est ça le plus important, il y a 3 choses qui jouent en faveur d'Atlanta. La première chose qui joue en faveur, c'est qu'ils jouent chez eux, dans un Mercedes-Benz Stadium qui, je suis sûr, sera rempli et chauffé à bloc avec plus de 70 000 personnes dans le stade. Donc ça va beaucoup aider. La deuxième chose que je trouve qui est très, très, très intéressante, c'est que Atlanta est le champion en titre, donc à l'expérience de ce genre de rendez-vous-là, parce que Atlanta, on le sait que l'année passée, ils ont été champions. L'année d'avant, ils ont été en demi-finale de conférence, même peut-être en demi-finale de conférence. Donc, ils ont l'expérience de ces playoffs-là, tandis que l'Union de Philadelphie n'a pas l'expérience des playoffs. Et la troisième chose qui est encore plus intéressante, on parle d'expérience aussi qui est très importante dans ces rencontres-là, mais Philadelphie a une équipe extrêmement jeune, ce qui n'est pas le cas d'Atlanta, où on a des joueurs confirmés. Donc, cette équipe extrêmement jeune, est-ce que ces jeunes loups-là vont pouvoir arriver à surmonter ces obstacles-là, les obstacles mentaux? Parce qu'arriver à ce moment-là de la compétition, le mental, c'est presque 80% du travail. Donc, je pense que Philadelphie, ça va être court. Je pense qu'Atlanta va s'imposer et je pense une victoire au moins avec 2 buts d'écart. Je ne m'attends pas à un gros match du côté du Mercedes-Benz Stadium pour Philadelphie. Je ne m'attends pas à grand-chose.
Je suis extrêmement d'accord avec toi. Atlanta, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en mode playoff. Et quand ils sont en mode playoff, enfin, rien ne les arrête. Tu vois. Je pense que jusqu'au duel en finale de la conférence, ils sont inarrêtables. Ils ont du talent qui est indéniable. Les Barco, les Martinez, les Pity Martinez, les Julien Cressel. Au milieu de terrain aussi, ils sont des Nagby ou en défense des Leandro González-Pires. Vraiment une équipe qui n'attend que ça, c'est de gagner. Il n'y a aucun doute. On est sûr qu'ils vont produire du jeu et un beau match. Du côté de Philadelphie, ça va être quand même plus compliqué. Je pense que ouais, comme tu as dit, c'était la première victoire en playoff, celle qu'ils ont obtenue contre les Red Bulls. Donc ils sont vraiment pas prêts. Et ils ont réussi leur saison quoi qu'il arrive. Alors qu'Atlanta, on les attend vraiment au tournant. Une défaite serait extrêmement problématique, je pense, pour Frank Dever. Parce qu'ils sont obligés de gagner. Ils ont juste un effectif qui est beaucoup trop gros et beaucoup trop talentueux pour une défaite pareille. J'ai juste hâte de voir un peu comment Philadelphie a joué parce qu'apparemment, leur meilleur joueur de la saison, Kasper Ksibelko, je vais même pas essayer de prononcer son prénom, enfin c'était terrible. Mon polonais n'est pas dingue, mon accent polonais, mais ouais, Kasper, leur attaquant de pointe. Prisbilko. Moi, c'est comme ça que je le prononce, Prisbilko. Prisbilko, bah, moi je l'appelle Kasper, c'est plus simple. Kasper qui a vraiment qui a vraiment redonné un peu de sourire à cette attaque de Philadelphie. Il est incertain pour le match, on ne sait pas encore s'il pourra jouer ou pas. Donc ça enlève encore plus des chances du côté de Philadelphie. Et puis si Atlanta passe, ça laisse un peu de temps pour que Parkhurst ou Robinson revient. Donc voilà, je suis comme toi, je vois absolument pas une autre issue à ce match. Je pense une victoire 2-0, peut-être 3-1 d'Atlanta pourrait le faire. On va passer à l'Ouest. Et il nous reste 2 matchs. Le premier, c'est Seattle contre les Real Salt Lake. Le Real Salt Lake, pour moi, c'est un peu le petit poussé de ces 8 équipes, malgré leur belle victoire contre Portland et malgré le fait que Seattle ait du mal contre Dallas. RSL, c'est l'équipe qui est la plus surprenante dans ces playoffs. Il y a du talent, notamment contre Portland. Ils ont joué sans Sam Johnson et sans Jao Plata qui sont sortis du banc. Donc il y a de la profondeur de banc tout de même. Mais pour moi, c'est quand même une équipe qui a beaucoup moins de talent que Seattle sur le papier. Seattle, il y a un gros problème de tactique, mais ils ont des noms sur le papier qui font trembler. Je pense que Real Salt Lake a un peu plus de mal. Ils sont très solides défensivement. C'est une équipe qui prend le moins de buts depuis la Gold Cup. Mais je ne vois absolument pas battre Seattle en plus à l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses, Adi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Écoute, je veux pas donner de pronostic pour ce match-là parce que je pense que ça va être beaucoup plus serré que ce qu'on pense. Je pense que Real Salt Lake est un peu le négligé de ces séries-là. Je pense que notre collègue Anthony de Varenne notre co-rédacteur en chef a fait un très bon article là-dessus. C'est une équipe qui passe un peu inaperçue du fait qu'elle se base beaucoup sur son centre de formation. Il y a beaucoup de très très jeunes joueurs, un peu différemment, pas aussi global et mondial que les Red Bulls, mais dans le même style, mais en plus local, en plus régional. Par contre, il y a ces joueurs d'expérience qui sont là pour guider les jeunes joueurs, et on parle de Beckerman, de Nick Rimando. Moi, je trouve que c'est une équipe qui a été trop longtemps négligée. Après, bon, je ne serais pas surpris de voir Seattle s'imposer 4-0. Je ne serais pas surpris de voir Real Salt Lake gagner 4-0. Pour moi, c'est trop indécis. C'est un match qui peut aller dans n'importe quel sens parce que Seattle a montré quelques carences défensives qui sont quand même assez inquiétantes de temps en temps. Donc, bref, je ne sais pas trop où me ranger. Une chose qui est quand même intéressante, je veux encore parler de Real Salt Lake parce que je pense que c'est l'équipe qu'on connaît un peu le moins, en tout cas qui fait un peu moins bling-bling. Ce qui est assez intéressant avec Real Salt Lake, c'est que Mike Petke, qui a quand même fait un très bon travail avant d'être envoyé à cause de discipline, et on en a parlé des problèmes qu'il y a eu avec Mike Petke, qui a été renvoyé parce qu'il a dit de mauvaises choses qui n'ont pas trop passé. Mais il a déjà fait un très bon travail de point de vue tactique durant cette année. Donc, son assistant, Freddy Juarez, a très bien pris sa place, et en fait, il a même amélioré l'équipe malgré sur un petit nombre de matchs. Je trouve que l'équipe est beaucoup plus posée, elle est beaucoup plus constante que ce qu'elle était avant. Tu as mentionné du fait qu'il y a une bonne profondeur de banc. On n'a pas oublié que, tu sais, sur ce match-là contre Portland, tu as parlé de Jao Plata et Sam Johnson qui étaient sur le banc, mais tu oublies que tu sais qu'il y avait d'autres sur le banc. Justin Glad, le défenseur central, qui est extraordinaire. Tu avais Brooks Lennon sur le banc, qui est anglais, qui est très, très bon. Tu avais Sebastian Salcedo sur le banc aussi. Donc, des joueurs qui
D'habitude, on voit titulaires qui n'étaient pas titulaires. Et sur le terrain, tu voyais des Luis, des Herrera, pas des joueurs qu'on a l'habitude de voir, qui ont fait le travail, qui ont fait ce qui était demandé. Et il y avait bien évidemment les importants comme Rusnak, comme Krelak, qui ont fait le travail. Bref, c'est une équipe qui est assez intéressante. Du côté de Seattle, je sais que j'ai beaucoup parlé de RSL, mais je veux parler de Seattle. On l'a dit en début de saison, c'est une équipe qui se bataillait pour la première place dans l'Ouest. C'est sûr qu'on ne pouvait pas anticiper la quasi-domination de LAFC. N'empêche, pour nous, c'était une équipe qui était supposée pouvoir compétitionner avec LAFC. Bon, c'est passé assez loin de ça. N'empêche, Seattle a un potentiel offensif extraordinaire. Là où le bal blesse, c'est plus en défense, comme je l'ai dit. Mais si jamais, je vois bien Seattle s'imposer à un nouveau 4-3. Parce que finalement, à la fin d'un match, ce qui importe, c'est le résultat. On s'en fout si on a encaissé 3 buts. Si on a pu marquer 4, bah écoute, on est passé. Donc, Seattle a cette possibilité-là de marquer et remarquer avec de très bons joueurs, avec de gros QI foot comme Nicolas Lodero, avec des joueurs très bons devant le but avec Jordan Morris. En tout cas, ça va être un match très excitant à voir. Ne pas le négliger parce que ça va barder, ça va être très beau. Ouais, je sais pas s'il y aura tant de buts que ça, parce que RSL est une des équipes qui prend le moins de buts, comme je disais, et puis je pense que Seattle, bon, Torres et Kiwi, c'est quand même une doublette assez résistante, et puis Frey a sorti un gros match. Ah ouais, il a fait quelques petites erreurs au début, mais il a sorti un gros match en prolongation, notamment pour sauver Seattle. Mais c'est vrai qu'il y a du talent dans ces deux équipes. Enfin, vraiment, Krelak et Bird, Rusnak, c'est vraiment des attaquants incroyables du côté de RSL. Et puis de côté de Seattle, c'est vraiment des individualités, comme tu disais, Lodeiro, d'ici des passes, en veux-tu en voilà. Et puis Rudiaz et Maurice sont des tueurs cette saison. Maurice, comme tu disais, ouais, qui a été revenant de l'année, parce qu'il avait, après ses blessures, il est vraiment extrêmement bien revenu cette saison. Euh, et ouais, je pense quand même RSL est un peu le petit pousset de ces 8 équipes qui restent. Enfin, tu vois, si tu me dis demain que Toronto, par chance, gagne la MLS Cup, j'y croirais un peu plus que le RSL. Pour moi, c'est vraiment ceux que je vois pas du tout aller en finale. Mais voilà, en tout cas, c'est le premier match qui se jouera à l'Ouest et puis le deuxième. C'est la plus grosse affiche sûrement de cette journée. C'est vraiment celle que tout le monde attend. Il est cité un peu à droite et à gauche comme le match de playoff le plus excitant jamais joué. Enfin, je suis d'accord, je suis quand même très hypé par ce match. C'est le Los Angeles FC contre le LA Galaxy. C'est un nouveau El Trafico. El Trafico qui est une rivalité qui nous a jamais laissé en reste. Ça a toujours été un duel incroyable entre Carlos Vela, 34 buts cette saison, Zlatan Ibrahimovic, 30 buts cette saison. C'est un match assez fou. J'ai vraiment hâte qu'il se joue parce que ça va être c'est l'équipe la plus, on va dire la meilleure équipe cette saison, donc avec le LFC, peut-être une des meilleures équipes de l'histoire de la MLS, face au LA Galaxy, une équipe qui est généralement assez moyenne, mais qui généralement a des individualités en attaque pour récolter des points, comme on l'a vu lors du dernier match contre Minnesota. Zlatan contre Vela, c'est le duel de Los Angeles. Et si LAFC ne passe pas, c'est un peu un échec. Si le LA Galaxy passe, c'est peut-être l'héritage de Zlatan. On a vu aussi Alessandrini qui est revenu lors du dernier match, qui a donné une passe décisive à Jonathan Dos Santos. Donc il y a vraiment du gros potentiel devant pour LA Galaxy. C'est toujours très mauvais derrière. Mais Adi, est-ce que tu es aussi hypé que moi? Je suis hypé, je suis très hypé parce que c'est quand même deux grosses équipes qui se retrouvent avec Zlatan et ses déclarations choc contre LAFC qui a tout cassé sur son chemin. En fait, Galaxy pour moi, Galaxy c'est Zlatan. Oui, il y a Pavone qui est extraordinaire. N'empêche, Galaxy, ça reste Zlatan. Si Zlatan est bon, bah, Galaxy va être bon. Si Zlatan n'est pas bon, bah, on a vu que le Galaxy contre Minnesota, je l'ai dit, la raison pourquoi le Galaxy a s'imposé contre Minnesota, c'est à cause de Minnesota et non pas à cause du Galaxy. Donc, on a vu que quand Zlatan n'est pas là, le Galaxy est beaucoup moins flamboyant que ce qu'on pense. Donc, bref, oui, très excité, surtout de par l'histoire de ce match-là. Tout le monde les parle comme des rivaux et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que LAFC n'est là que depuis 2 ans. Et malgré, avec ce 1 an et bientôt 2 ans, là, et sur ces 2 ans-là, il y a eu assez de matchs épiques
pour créer une certaine rivalité déjà assez forte entre ces deux équipes-là. Ils se détestent déjà, les supporters ne s'aiment pas. En tout cas, c'est assez profond comme rivalité. Donc oui, c'est très intéressant à regarder. Et il ne faut pas oublier que le Galaxy n'a jamais perdu contre l'AFC, jamais. Donc, que des matchs nuls, même quand ils jouent à l'extérieur, que des matchs nuls ou des victoires. Ça va être compliqué, mais je vois pas le Galaxy passer. Je les vois juste pas. Leur défense est juste trop mauvaise pour qu'ils passent face à une attaque de LAFC qui empile les buts, qui empile les buts à chaque match. Je ne les vois pas passer, le Galaxy. En tout cas, ça va être difficile de prédire, mais ce serait quand même une surprise pour moi de voir le Galaxy passer à LAFC. Ce serait une grosse surprise. Ah non, mais c'est vraiment le Galaxy, c'est l'équipe qui est impossible à prédire parce que c'est juste un collectif d'individualité, alors que le LAFC, c'est une machine vraiment bien huilée. C'est-à-dire que si Jonathan Dos Santos ou si Ibra ou Pavone est dans un mauvais jour, Galaxy ne peut pas y arriver. Alors que du côté du LAFC, il suffit juste de bloquer la machine, on va dire, pour pouvoir passer, mais sauf qu'elle est extrêmement compliquée à bloquer, évidemment. Donc c'est vraiment deux différentes tactiques et deux différents points de vue du côté de ces matchs. C'est impossible je suis d'accord, c'est impossible à prédire. Voilà, les LAFC après, ce serait quand même un gros échec, non, s'ils sortent maintenant en demi, lors de leur premier match de playoff. Oui, ce serait un énorme échec. Écoute, ils ont battu presque plusieurs records LAFC cette saison. Je ne les ai pas en tête, mais ils ont battu, je pense, le nombre de points sur une saison, ça a été battu. Le nombre de buts marqués sur une saison, ça a été battu. Bref, c'est une équipe extrêmement dominante. Donc oui, ce serait très décevant de les voir sortir. Surtout que l'année passée, ils sont sortis par la petite porte le Real Salt Lake. Donc, c'est quand même intéressant de voir ce qui va se passer, mais logiquement, je verrais une finale à l'ouest, LAFC Seattle, et de l'autre côté, New York City FC Atlanta United. Les gens vont me dire, ouais, mais tu te mouilles pas trop, mais je suis désolé, j'ai pas trop me mouiller parce que les autres équipes ne m'inspirent pas confiance. C'est aussi simple que ça. Après, je pense si jamais il peut y avoir des surprises, il y a trois matchs où il peut y avoir des surprises. Toronto peut battre New York City FC, Real Salt Lake peut battre Seattle, puis le Galaxy peut battre LAFC. C'est les trois surprises que c'est possible, mais sauf que la probabilité est assez basse. Ouais, je pense que entre ces quatre équipes, Toronto, RSL, Philadelphie et les Galaxy, donc les quatre équipes qui se déplacent pour ces demi, pour moi, c'est le Galaxy qui peut être le plus surprenant. Et puis après, Toronto, je pense. Surtout qu'ils ont déjà gagné à l'extérieur. Hein, donc, ils viennent de gagner à Minnesota. C'est quand même déjà assez bien. Aussi, il y a une ambiance très, 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 très forte à Minnesota. Mais bon, c'est pas l'ambiance du LAFC non plus. Ouais, c'est clair, mais bon, au moins, ils sont pas... le Bank of California Stadium va être une forteresse assez difficile. D'ailleurs, truc assez dingue, alors que c'est la même nuit que l'ouverture de la saison des Lakers notamment. C'est la même nuit, hein, le match du LAFC contre le LA Galaxy, mais il y a déjà des places qui se vendent sur le marché noir à plus de $300. Et pour les presses VIP, un journaliste de Los Angeles a montré, il y a des gens qui vendent pas les presses, les places VIP, il y a des gens qui vendent leurs tickets à plus de $3000. C'est jamais vu cet engouement dans cette ligue, donc ça fait vraiment plaisir de voir que en fait, toute la ville de Los Angeles veut absolument être là lors de cette ultime duel un petit peu de Vela contre Ibra cette saison. Très hâte de voir aussi ce match-là. Je crois qu'on peut en finir là à peu près. On a fait le tour de tous les matchs qui nous intéressaient. Je vous conseille tous d'aller voir aussi nos articles sur notre site. On a notamment un article qui a parlé de tout ce qu'on a dit, mais en plus en profondeur, Paradis, qui nous a fait un bon détour de tous ces différents conflits et de tout ce qui est à venir en MLS. Merci beaucoup, Adi, d'avoir été là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou j'ai tout dit? Non, rien à ajouter. Continuez à nous supporter. Continuez, bien évidemment, à visiter notre site. On lance plusieurs articles. On couvre tout le soccer nord-américain. Et ça, c'est toutes les ligues du soccer nord-américain. Donc, il y a beaucoup de travail derrière. Puis, n'hésitez pas à partager, à parler de nous et bien évidemment, à nous donner vos commentaires si jamais vous en avez ou à nous faire des suggestions, quoi que ce soit. On est toujours à l'écoute. Et puis, voilà. Merci beaucoup de nous écouter à chaque semaine. Ça nous fait vraiment grandement plaisir et ça nous pousse, ça nous donne envie de continuer. C'est vrai, on va pas se mentir, on aime beaucoup aussi vos retours. C'est très sympa de savoir ce qu'on fait bien ou ce qu'on fait un peu moins bien. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous connaissez un peu la musique, toutes les applications de podcast aussi.
Et on se retrouve la semaine prochaine après ces matchs où on en parlera ensemble et aussi en fin de semaine pour le podcast Culture Soccer à l'érable. Merci à tous et on se retrouve bientôt. Ciao.